Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une nouvelle fois l'avocate canadienne Gloriane Blais. Bonjour Gloriane. Bonjour Xavier. Et merci beaucoup de nous donner de votre temps aujourd'hui parce que je sais que votre temps est compté au Canada, comme en France, comme dans bien d'autres pays. On voit que la vérité est sous influence, la justice peut être sous influence. Vous étiez venu nous présenter le travail que vous avez fait pour un de vos clients avec une expertise de la statisticienne Christine Coton. Ce travail vous avez valu un renvoi devant le Conseil du barreau qui vous avait demandé une expertise psychiatrique. J'avais été excessivement surpris par cela parce que pourquoi on demande une expertise psychiatrique à une avocate? Est-ce que c'est pour affecter ou l'influencer ou des choses comme ça? Donc, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Gloriane, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Je vais très bien. En fait, aujourd'hui, l'entrevue est enregistrée aujourd'hui, le 2 mars 2022, en avant-midi. Je viens tout juste de terminer une audience qui est finale devant le conseil d'administration du barreau du Québec, qui est différent du conseil de discipline. Donc, le conseil d'administration du barreau du Québec, généralement, il organise des congrès, mais ils ont un pouvoir exceptionnel d'ordonner une évaluation, un examen médical ou une évaluation psychiatrique. Ils m'ont ordonné cette évaluation psychiatrique le 3 février 2022 sous une ordonnance. Et aujourd'hui, le 2 mars, l'audience a très, très bien été. J'ai senti une ouverture d'esprit des membres du conseil d'administration du barreau du Québec. J'ai senti vraiment qu'ils avaient lu ma preuve. Et donc, l'état de situation, c'est que le conseil d'administration du barreau du Québec avait été informé par une juriste à l'interne, secrétaire de l'ordre du barreau, qu'il n'avait pas l'obligation de respecter le principe de justice élémentaire qui est audi alteram partem, qui veut dire qu'on laisse aux deux parties le droit de s'exprimer, d'apporter ses observations, d'apporter ses preuves. Donc, moi, j'étais la principale concernée relativement à l'ordonnance d'évaluation psychiatrique. Par contre, ils pensaient, les membres du conseil d'administration du barreau du Québec, qu'ils n'avaient pas à me offrir cette tribune, de leur fournir la preuve de ce que j'allègue, ce que je dis. Et donc, ils ont ordonné l'évaluation psychiatrique sans lire ma preuve. Et je leur ai fourni la preuve par la suite. Et j'ai senti aujourd'hui qu'ils avaient lu en tout cas une grande partie de ma preuve, des faits troublants que je parle dans un dossier qui est autre que la COVID, un dossier où je dis qu'un juge a retranché, un juge de procès a retranché des éléments cruciaux et importants dans une cause pour donner gain de cause à la partie adverse qui est une société d'État du gouvernement du Québec sous l'ère de l'ancien premier ministre Jean Charest, et que la Cour d'appel et aussi la Cour suprême du Québec, du Canada n'a pas réformé ce jugement qui était frauduleux. Donc, c'est troublant comme allégué ce que j'ai dit, mais j'ai toute la preuve. Et là, j'ai senti qu'ils avaient lu cette preuve-là, qu'ils n'avaient pas lors de leur décision du 3 février 2022. Et aussi, ils ont j'ai senti qu'ils ont lu le rapport d'expertise de Christine Coton et de la professeure Alexandra Rion-Caude, qu'ils n'avaient pas en main. Donc, lorsqu'on parle que les vaccins ou l'injection est toujours en phase d'essai clinique phase 3, mais qu'on n'a jamais entendu le ministre de la Santé n'en parler, ni même un média canadien, ben on peut comprendre que pour des avocats qui ne sont pas au courant de ce domaine-là, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit donc, cette avocate-là? Là, le 3 février, ils n'avaient pas cette preuve-là en main. Ils l'ont eu grâce à moi, je leur ai fourni par la suite et je leur ai dit aujourd'hui, et j'ai senti une grande ouverture d'esprit de leur part, je leur ai demandé de prendre une décision en se remettant à la date du 3 février, en considérant toute la preuve qu'ils ont en main, et j'ai senti qu'ils le feront. Et donc, moi, considérant que ma preuve est
par rapport au juge qui a corrompu son propre jugement et la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada qui n'avaient pas réformé ce jugement frauduleux. Et concernant le dossier sur les injections, que j'avais une preuve probante, donc je ne demande qu'un débat contradictoire. J'ai senti, ce que j'ai évalué, c'est puisque j'ai toute la preuve de ce que j'allègue, même si mes allégués sont très troublants, bien, c'est des juristes qui ont évalué la preuve, donc j'ai refusé finalement l'examen, l'évaluation psychiatrique, parce que je me suis dit, c'est pas un psychiatre qui a les connaissances, les compétences pour lire cette preuve-là. C'est aux juristes, aux membres du conseil d'administration du barreau de ne pas dire, oh, on s'est peut-être trompé, mais on va la laisser faire l'évaluation psychiatrique. Je leur ai dit, je crois que vous devez vous remettre en question et en lisant la preuve que vous avez déjà fait et que vous ferez, bien, vous arriverez à la conclusion que je ne fais que mon travail. Et j'ai même demandé au conseil d'administration du barreau du Québec de prendre la parole pour rectifier des faits qui sont incontestables sur le fait que quand le ministre de la Santé, depuis un an au Québec, il dit que le vaccin est sûr et sécuritaire, que ce n'est pas contredit par les médias, notamment, c'est pas contredit par Radio-Canada. Je leur ai demandé, le barreau du Québec, parce qu'ils ont comme première obligation la protection du public, au moins d'indiquer à la population, et que je n'ai pas compris qu'ils l'ont pas fait, que ce vaccin est toujours en phase d'essai clinique phase 3 pour permettre aux êtres humains de prendre une décision sur le consentement, donc un consentement éclairé. Donc, je leur ai demandé aussi, je les ai sollicités aussi pour qu'ils puissent, pour qu'ils prennent en main leurs responsabilités publiques et fassent leur travail. Merci Gloriane pour ça. Donc, en fait, si jamais on sépare les deux, la première chose, c'est que il y avait une fraude au jugement quelque part, fraude d'après vous organisée, vous amenez les preuves. Donc, quand je vous avais eu en interview, vous aviez quelques doutes, on va dire, sur le système judiciaire. Aujourd'hui, ça restaure votre confiance dans le fonctionnement de votre barreau? Ben, en fait, moi, toute ma carrière pendant 22 ans, ça a très, très bien été. Ma carrière, j'ai représenté des causes de justice, donc j'ai représenté des victimes et ça a très bien été. C'est cette cause-là contre, dans le fond, le premier ministre Jean Charest a été accusé de corruption. Il y a même eu une commission, la commission Charbonneau. Il y a eu la création de l'unité policière anticorruption à la suite d'allégations de corruption de l'ancien premier ministre Jean Charest. Donc, la société d'État que mon client poursuivait et que je portais cette cause-là depuis 11 ans, bien, était sous l'ère de ce premier ministre-là, Jean Charest. Et nous avons apporté en preuve tout ce qui était nécessaire pour avoir gain de cause dans une poursuite en responsabilité civile. On n'était pas au criminel, donc en responsabilité civile pour avoir gain de cause. Et ce que le juge, je ne dis pas que c'est organisé du tout, je ne dis pas qu'il a reçu d'influence ou quoi que ce soit, je dis que ce juge-là, le juge de la Cour supérieure du Québec, Martin Bureau, c'est des nominations fédérales, du ministre de la Justice fédérale, a décidé, lui c'est un juge en fin de carrière, c'était mon juge préféré de toute ma carrière, mais ce juge-là a décidé, dans son jugement, d'enlever des éléments de preuve cruciaux importants pour donner gain de cause à Investissement Québec. Je veux dire, qu'on lit la preuve que j'ai, c'est 14 volumes, 2800 pages de preuves très, très fouillées, bien, on s'aperçoit que ce que je dis, j'ai raison. Et la Cour d'appel, c'est un appel de plein droit, et la Cour d'appel a refusé d'entendre l'appel sur le fond, donc elle a maintenu ce jugement frauduleux et la Cour suprême du Canada a refusé notre autorisation d'appel, alors que l'impartialité et l'obligation d'impartialité, c'est l'obligation constitutionnelle la plus importante pour les juges au Canada. Et dans toute l'histoire de la jurisprudence canadienne, tous les jugements où que les juges ont manqué d'impartialité, c'était toujours, de ce que j'ai lu, des biais inconscients. Et dans ce cas-ci, très tristement pour le système de justice, c'était un biais conscient, car c'est volontaire de retrancher autant d'éléments si importants et cruciaux, et j'ai toutes les preuves. Donc, c'est ça que j'ai présenté comme preuve qu'il n'avait pas
au conseil d'administration du Barreau du Québec n'avaient pas cette preuve-là le 3 février 2022. Et là, je leur ai fourni. Et là, bien, j'ai senti une ouverture, un intérêt à ce que je disais aujourd'hui. J'ai senti l'honnêteté intellectuelle part du cœur et non du cerveau. Donc, j'ai senti leur cœur ouvert et ça fait toute la différence quand on analyse une situation. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc, c'était pour la vaccination, pour le rapport donc de la statisticienne Christine Coton qui disait que ces vaccins n'auraient pas dû être approuvés, et y compris le rapport d'Alexandra Orion-Code. Donc, vous avez bon espoir que une forme d'information plus loyale et plus objective soit amenée aux Québécois? Bien, j'ai sollicité le Barreau du Québec qui se rende pas seulement qu'à me laisser mon titre d'avocate aujourd'hui, mais je les ai sollicités d'aller encore plus loin aujourd'hui et je les avais sollicités aussi par écrit avant. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le 31 janvier 2022, j'ai plaidé à la Cour d'appel du Québec, donc la plus haute instance au niveau province de Québec, pour que l'injection, le vaccin, soit étudié dans un débat contradictoire au niveau judiciaire. Et la Cour, ça, c'est le 31 janvier 2022. Et quand le conseil d'administration du barreau, donc s'est appuyé par tous les rapports d'expertise Perron, Toubiana, les rapports d'expertise sur les masques, sur le PCR pour montrer que la pandémie, c'est pas certain que c'est une vraie pandémie. Et avec les rapports de Christine Coton et Alexandra Orion-Code que j'ai plaidé à la Cour d'appel du Québec. Et ça, c'était le 31 janvier. 4 jours plus tard, le conseil d'administration du Barreau du Québec étudiait mes propos sans même avoir accès à la preuve, donc au rapport d'expertise. Donc, c'est certain que sans avoir en main la preuve, ce que je disais à la Cour d'appel peut sembler un peu bizarre ou troublant, mais quand on lit les rapports d'expertise étoffés, on se rend compte que cette preuve-là est suffisante pour qu'elle soit probante ou à tout de moins qu'elle fasse partie d'un débat contradictoire honorable. Et donc, vous pensez que vous leur avez donc amené cette information. Quand est-ce que leur décision va-t-elle être rendue? Ils m'ont dit qu'ils prendraient le temps qui était nécessaire. Moi, dans le fond, il y a aucun. Dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? C'est soit, vu que j'ai refusé l'évaluation psychiatrique, leur ordonnance qu'ils ont faite sans aucune preuve, mais là que je leur ai demandé de se remettre en question là-dessus, ils peuvent aujourd'hui, à l'issue de l'audience d'aujourd'hui, décider de me radier, radier mon titre d'avocate, suspendre mon titre ou de limiter mon exercice de ma profession. Et moi, tant qu'ils n'ont pas pris leur décision, ben moi, j'ai mon titre, donc ça change rien. Alors moi, tout le temps c'est très volumineux la preuve que j'ai eue à leur soumettre, hein, même si j'ai voulu pas trop leur en soumettre, c'est excessivement volumineux la preuve que j'ai eue à leur soumettre et c'est des avocats de pratique généralement. Donc moi, tout le temps qu'ils auront besoin, je leur en ferai pas reproche. D'accord. Eh bien, écoutez, Gloria, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On voit que vous avez le sourire, donc quelque part, vous avez une forme de confiance au travers de ce sourire. Tenez-nous au courant des développements, surtout des résultats. C'est très important puisque, on va dire, que ce soit un jugement erroné ou une fraude au jugement ou réussir à influencer un certain nombre de vos confrères au niveau du Conseil du barreau vis-à-vis des preuves tangibles sur l'efficacité du vaccin ou des essais cliniques sont des éléments qui sont de grande importance pour les auditeurs français, bien sûr pour les patients, pour ceux qui ont subi des effets secondaires, c'est encore plus important. En tout cas, tenez-nous au courant et je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Dans le fond, je tiens à mentionner que dans le code de déontologie des avocats, la première mention, donc dans le préambule, c'est écrit que les avocats ont l'obligation de servir la justice. Plus tard, on parle d'administration de la justice ou système judiciaire, mais là, c'est servir la justice. Et donc, ce que je souhaite, c'est que le système judiciaire et que les avocats servent la justice et que le système judiciaire offert à la population, aux citoyens, soit le plus intègre qu'il se doit d'être.
Alors, mon sourire est, oui, je suis heureuse de l'audience d'aujourd'hui, leur ouverture, mais je tiens à préciser que moi, en fait, je me définis au départ comme un être humain, Gloriane Blais, et mon titre, c'est une façon de servir la justice, mais ce n'est pas ce qui me définit en tant qu'être humain. Alors, je vous remercie beaucoup et salutations à tous les Français, à tous les Européens et aussi à tous les Africains qui nous écoutent parce qu'ils sont nombreux dans ce continent immense. Merci. Eh bien, Maître Gloriane Blais, merci beaucoup de servir la justice en tant que citoyenne. On essaye chez François de servir l'information de manière loyale et la plus transparente possible. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.